Bonjour à tous, 4e épisode de cette introduction à l'histoire de France, et nouveau micro. J'espère que cela contribuera à rendre votre écoute plus agréable. On se retrouve donc au tout début du VIe siècle, en Francie. Souvenez-vous, depuis 507, la bataille de Vouillers, la victoire de Clovis, les Francs, et donc Clovis, règnent sur presque tout le territoire qui était anciennement la Gaule. L'importance de cet événement, outre le fait d'unifier un territoire qui avait été dispatché entre tous les barbares, les Visigoths, les Burgondes, les Ostrogoths, et ainsi de suite, c'est la monarchie. La monarchie franque, et qui va s'imposer à toute la Gaule, et donc à toute la Francie. La monarchie va apporter unité, autorité et indépendance. Cette monarchie, plus précisément, est une monarchie chrétienne. C'est un élément central. Disons que sans la chrétienté, et plus particulièrement le catholicisme, pas de Clovis. Pas de Clovis sur le trône, en tout cas. Car, rappelez-vous, ce sont les évêques qui avaient récupéré l'autorité, qui ont manœuvré et qui ont appelé de leur vœu, en quelque sorte, Clovis et les Francs. Ce qui a fait que ces derniers ont été presque immédiatement soutenus par le peuple gallo-romain, composé majoritairement de fervents catholiques. Donc sans catholicisme, pas de Clovis, et sans Clovis, pas de France, car royaume éclaté parmi tous les barbares. C'est à partir de là, et plus précisément au baptême de Clovis en 496, qu'on pourra parler de la France en tant que fille aînée de l'Église. L'expression apparaîtra beaucoup plus tard, je crois milieu du XIXe siècle, mais elle résumera bien toutes les relations entre France et Église avec un grand E. Attention, monarchie catholique ne veut pas dire monarchie aux ordres du pape. C'est un rapport par moment d'entraide, par rapport à d'autres moments de lutte de pouvoir, de lutte d'autorité. Et certains rois vont très bien s'entendre avec le pape, d'autres vont très mal s'entendre avec le pape. On le verra plus tard dans quelques siècles. Philippe le Bel qui envoie ses hommes de main kidnapper en gros le pape, enfin en tout cas lui faire comprendre qu'on la joue pas au roi de France. L'histoire retient même que ça aurait fini par une baffe reçue par le pape. Vous aurez Napoléon, vous aurez donc Napoléon aussi qui a eu de gros problèmes avec le pape, Louis XIV aussi des conflits, enfin voilà, la France n'est pas une théologie, donc une théologie c'est vraiment le pouvoir à la religion, mais c'est une vraie monarchie qui met au centre de la société la religion catholique. Maintenant que les bases ont été posées par Clovis, les bases de l'unité française, à cette époque on dira juste l'unité franque, on va voir ce qu'il advint de ses descendants et de son peuple, donc sous cette toute première dynastie française des Mérovingiens. Et donc nous allons commencer en 511 à la mort de Clovis.
Alors Clovis, les Francs, les Gallo-Romains, un mariage que je vous avais qualifié de presque parfait, entre peuple du Sud, peuple du Nord. On peut voir l'avenir de la Francie comme radieux, vraiment. Presque tous les ingrédients sont réunis pour que ça perdure, pour que ça fonctionne. Mais non. Souvenez-vous, j'avais évoqué, du coup, en tant que bienfait amené par les Francs, j'avais évoqué la monarchie. Mais une monarchie très, très imparfaite. En quoi elle est imparfaite ? Une monarchie, pour la plupart des gens, et puis même en général, ça amène une grande stabilité, parce que vous avez l'héritier qui va être en général le fils, quand il y en a. D'ailleurs, c'est là que ça peut être brouillon et partir un peu en sucette, c'est quand il y a pas de fils. Mais voilà, la monarchie, comment ça doit se passer pour que ça aille pour le mieux. Le roi qui, vers la fin de son règne, commence à associer son fils aîné au trône et son fils à la mort du roi qui lui succède. Et ainsi de suite, le roi est mort, vive le roi. Et cette monarchie franque, elle ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas la notion donc qu'on appelle de primogéniture, donc le premier à être né. C'est purement et simplement, c'est très égalitaire, c'est un partage entre tous les fils. Dans les faits, tout ce qu'a fait Clovis, toute cette grande Francie, ce très grand territoire qui couvre presque toute la France, sauf le sud-est, il va être partagé entre ses 4 fils. Donc tout ce qu'il a fait, ce chef-d'œuvre quand même, parce que c'est pas rien, une si grande extension et qui se passe aussi bien, parce que vous pouvez avoir des très grandes extensions avec je sais pas moi, les Mongols par exemple de Gengis Khan plus tard, ou d'autres peuples dans l'histoire comme ça, qui vont avoir un pouvoir militaire très important, et qui vont réussir à s'étendre. Le problème, c'est que les peuples conquis, souvent, leur mettent des bâtons dans les roues. Là, grâce au catholicisme, Clovis va pas avoir ce problème, et il va avoir presque aucune rébellion parmi son nouveau peuple, les Gallo-Romains. Tout contents qu'ils sont, finalement, de trouver une nouvelle autorité, un nouveau protecteur. Qui en plus on va pas dire leur ressemble, parce que Clovis n'est pas du tout un Gallo-Romain, mais il s'est converti, il respecte et même il adopte la religion et la culture gallo-romaine. Donc les Gallo-Romains se sentent vraiment comme libérés. Donc les 4 fils de Clovis se partagent le royaume, et fort heureusement, ils vont réussir à s'entendre. Ça sera finalement un peu les seuls des Mérovingiens, parce que donc ce partage entre tous les fils va durer pendant toute la dynastie mérovingienne. La dynastie mérovingienne, elle va s'éteindre aux alentours de 750, donc elle aura duré à peu près 250 ans, où vous avez beau construire un territoire, une nation, si vous avez plusieurs fils à votre mort, et ça va être éclaté entre tous ces fils. Je vous mets une petite carte du coup où vous voyez du coup le partage entre les 4 fils. Et ces fils, donc ils vont s'entendre, ils vont réussir à agrandir le territoire. Donc jusque là, on peut se dire ça va, finalement. Mais au fil des années, au fil des successions aussi, donc il y a des fils qui meurent, le petit-fils lui est moins enclin à collaborer, et peut-être il va mourir, et ainsi de suite, repartager entre ses fils, et ainsi de suite. Il y a 3 grandes entités qui vont émerger. C'est-à-dire que ça sera plus la Francie, mais ça sera
la Neustrie. Donc là, ça comporte le nord de la France, avec pour capitale Paris. Vous aurez l'Austrasie, donc là, tout ce qui est à l'est, toute la rive ouest du Rhin. Donc finalement, entre, je sais pas, il y a l'Alsace actuelle, par exemple, dedans, voilà, ça se découpe entre France et Allemagne actuelle. La capitale, c'est Cologne. Et vous avez la Bourgogne, qui elle prend les deux vallées du Rhône et du Jura. Donc plutôt au sud-est, enfin, pas plein sud, hein, mais plutôt est. Au fin du 8e siècle, la Bourgogne, elle va être absorbée par la Neustrie, et ce sera vraiment une lutte entre presque deux nouveaux pays, Neustrie et Austrasie. Pour revenir au fils de Clovis, à leur mort, donc bien sûr ils meurent pas tous en même temps, mais on va avoir des monarques qui vont, eux, pas s'entendre, tout simplement parce qu'ils seront pas forcément frères, ils sont cousins maintenant, et donc ça va partir dans des guerres incessantes, des conflits intérieurs, et surtout ces conflits, ce qu'ils ont de mauvais, c'est que ce sont des conflits de peuples, enfin de même peuple, voilà, plutôt. Ça va pas être une nation contre une autre, un peuple contre un autre, c'est le même peuple. Et toutes ces guerres, c'est juste des guerres de partis, finalement. Il y a beaucoup d'hommes qui vont être blessés, mourir, juste pour le parti de tel descendant de Clovis, pour agrandir un peu son territoire, pour avoir un peu plus d'autorité, et ainsi de suite. Disons que toutes ces guerres, elles correspondent bien à ce qu'est le peuple franc. Donc si on remonte un petit peu en arrière, tous les barbares, dont sont issus les Francs, notamment, voilà, avec aussi les Visigoths, et ainsi de suite, je crois que je vous l'avais déjà dit, ils tiennent à peu près bien leur nom de barbare. Disons qu'à part, pour Clovis, et un ou deux de ses descendants dont je vais vous parler, il n'y a pas trop de quoi être fier de cette dynastie mérovingienne. Disons qu'elle a lancé la France, indéniablement, mais en tant que telle, finalement, ce sera plutôt des années noires, parce que tous ces conflits, parce que culture de la violence, on va se faire un peu la loi du talion, on va se faire vengeance, on va s'assassiner dans tous les sens. L'art, il y en aura bien sûr, comme tous les peuples, toutes les civilisations, et tous les temps il y en aura un petit peu, mais c'est vraiment pas ce qui va être mis en avant, on va dire. Les installations romaines, donc dans toute l'ancienne Gaule romaine, tout ce qui est système d'eau, donc par les aqueducs par exemple, ou même les gigantesques cirques, vraiment les belles réalisations humaines comme ça, elles vont petit à petit tomber en ruine, parce qu'on n'est plus trop dans ces choses-là. Si on veut caricaturer, on dirait que c'est la guerre. Autant dire qu'on est déjà très loin de la belle Francie, unie sous le règne de Clovis. C'est pas pour rien quand je vous disais que ce système de succession, cette monarchie franque, était néfaste. Nous continuons donc dans ces guerres, ces conflits intérieurs, et je me rends compte que depuis cette introduction à l'histoire de France, j'ai pas cité encore une seule femme. Alors, messieurs, dames les féministes, rassurez-vous, ça arrive. Accompagnez-moi en 613. La femme que nous allons observer est Brunehaut. Joli prénom, hein. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est la fille d'un roi wisigoth, donc vous savez le peuple qui règne sur toute l'Espagne, et avec un peu de sud-ouest en France. Et elle se marie à Sigebert, qui est le petit-fils de Clovis et roi d'Austrasie. Donc l'Austrasie à l'est. Elle est donc rien de moins qu'une reine.
Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 613, en ce jour de 613, Brunehaut, elle est en mauvaise posture. Jugez donc. Elle est allongée, par terre. Autour d'elle, une grande foule, plutôt véhémente. Devant elle, un cheval. Entre les deux, des cordes, reliées d'un côté au cheval, et de l'autre aux cheveux, à un bras et à une jambe de Brunehaut. Une tape sur la croupe de l'animal, et celui-ci part au galop. Le corps de l'ancienne reine ne résiste pas longtemps, et elle finit à peu de choses près déchiquetée, et même brûlée après, histoire que la mort soit encore plus atroce et mémorable. Mais comment Brunehaut, une reine, en est-elle arrivée là? Je vais vous citer Jacques Marseille dans son livre « Les grands événements de l'histoire de France ». Et vous allez voir que son histoire, l'histoire de Brunehaut, montre bien la guerre des partis qui a lieu, la guerre fratricide qui a lieu sous les Mérovingiens. Brunehaut est de très haut parage, puisqu'elle est la fille d'un roi wisigoth. Son père l'a mariée à Sigebert, roi d'Austrasie, et habile diplomate, a donné une autre de ses filles au frère de celui-ci, Chilpéric, roi de Neustrie. Or, ce dernier, Chilpéric, a une concubine, Frédégonde, pour qui l'arrivée à la cour d'une rivale prestigieuse est une menace terrible. Frédégonde convainc son amant d'assassiner sa femme légitime. Brunehaut contraint Sigebert, son mari, à réclamer vengeance pour le meurtre de sa sœur. La lutte armée n'amenant aucun résultat décisif, ce sont des complots de palais qui emportent la décision. Or, c'est Frédégonde qui réussit à faire assassiner son beau-frère Sigebert en 575. Quelques années plus tard, Chilpéric meurt à son tour, victime d'un attentat dont ni les coupables ni les instigateurs ne sont retrouvés. On ne prête qu'aux riches. Tout le monde voit dans cette mort l'œuvre de Brunehaut. Désormais, les deux femmes sont seules, face à face. Et elles continuent leur lutte haineuse par fils, et lorsque ceux-ci font défaut, petit-fils interposés. À ce jeu, tous les coups sont permis. Les années suivantes, du coup, ça va être la même chose entre les deux rivales, Brunehaut et Frédégonde. Au début du 7e siècle, Brunehaut pense avoir gagné la partie, car Frédégonde passe l'arme à gauche, bizarrement, naturellement, on va dire. Pas empoisonné, pas assassiné. Mais ses fils et petits-fils, à Frédégonde, ils poursuivent sa vengeance, jusqu'à l'arrivée sur le trône de Clotaire II, qui va faire condamner, en 613 donc, la rivale de sa mère.
le règne de Clotaire II, contrairement à la grande majorité des Mérovingiens, va être plutôt faste, et surtout calme, parce qu'il arrive à réunifier Eustrasie, Neustrie, Bourgogne, et du coup il récupère tout le territoire de son ancêtre, de son illustre ancêtre, Clovis. L'autre roi mérovingien dont on peut mettre le règne en évidence, c'est le fils de Clotaire II, et vous le connaissez tous. Alors, cherchez un peu dans les rois que vous connaissez, bon, j'imagine Louis XIV, Henri IV, tout ça, bon, c'est pas eux, ils arriveront beaucoup plus tard. Si je vous dis que ce roi est bon, qu'il a pour conseiller Saint-Éloi, et qui met parfois sa culotte à l'envers, c'est bon, Dagobert, le bon roi Dagobert, fils de Clotaire II du coup, qui monte sur le trône en 629. Bon, la chanson qu'il a fait passer à la postérité ne le met pas en valeur, c'est peu de le dire. Il est vraiment tourné en ridicule, comme quoi ce serait son conseiller Saint-Éloi qui prendrait toutes les décisions, et Dagobert ne serait qu'un débile, tout simplement. Mais c'est pas du tout le cas. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et je vous cite Jacques Bainville dans son Histoire de France. Dagobert, grand lettré, grand bâtisseur, véritable artiste, est resté fameux ainsi que son ministre Saint-Éloi. C'est peut-être, de tous les princes de sa race, celui qui a porté le plus loin l'imitation des empereurs de Rome. Donc Dagobert, il a fait beaucoup de choses pour la Francie. On va pas rentrer dans le détail. Bon, déjà aussi, honnêtement, parce que c'est un règne que je connais assez peu, mais je vous invite à aller voir. Il y a plein de vidéos sur Dagobert, sur YouTube par exemple, et d'autres choses. Bon, par contre, monarchie franque, mal faite, très mal faite. Donc à sa mort en 638, on est reparti dans une espèce de décadence, parce que partage entre les fils de Dagobert, royaume éclaté, et du coup pouvoir qui s'affaiblit. Vous savez, on dit que la nature a horreur du vide. Mais c'est pareil pour une nation. Elle a horreur du vide à sa tête, elle a horreur de l'anarchie. Vous vous rappelez des évêques quand l'Empire romain d'Occident a périclité, commencé à disparaître, l'autorité de base, elle a cherché l'autorité trouve toujours un chemin, et elle s'est reportée sur les évêques qui n'en ont pas trop voulu et qui du coup ont été chercher Clovis. Et ben là c'est pareil, les rois vont être un peu mis de côté en quelque sorte, et c'est une autre puissance qui va émerger, et cette autre puissance c'est les maires du palais. Donc maire comme le maire de votre village, voilà, ça s'écrit pareil, je sais pas si il y a probablement un lien entre les deux. Les maires du palais qui vont gouverner tout simplement à la place des rois. Les rois de cette époque, les rois mérovingiens, donc, sont restés dans la postérité connus sous le nom de rois fainéants. Et ils sont dépeints comme obèses, comme presque impotents, toujours dans leur chaise, à rien faire que dormir. Bon, bien sûr, ça c'est ce que l'histoire a voulu nous en laisser, parce que ces maires du palais vont se transformer petit à petit en vrais gouvernants, et du coup ils vont tout faire pour humilier un peu ceux qui les ont précédés. Donc dans les faits, ces maires du palais, c'est des sortes de premiers ministres, un petit peu. Mais vraiment premier ministre omnipotent, en quelque sorte. Vraiment, c'est les maires du palais qui vont avoir le pouvoir dans les faits. Ils l'ont pas légalement, c'est toujours les Mérovingiens. Donc ces Mérovingiens, ils s'appellent
Sigebert, je sais plus, Sigebert III, ou enfin tout le nom comme ça, Chilpéric, tout ça. Donc toujours vraiment la descendance du sang de Clovis. Et une de ces lignées, de mère du palais, va vraiment prendre le pas sur toutes les autres et sur les rois. Et c'est la lignée des Herstal, aussi appelés Pipinides. Cela commence avec Pépin de Herstal, qui est maire du palais d'Austrasie, donc à l'est du territoire, et duc de ce même territoire, duc d'Austrasie. Et c'est lui qui va lancer l'épopée de cette famille, épopée qui va être glorieuse, grande, glorieuse et belle, parce qu'elle va déboucher carrément sur un changement de dynastie sur le trône de France. Les personnages de la lignée de Pépin de Herstal vont compter parmi les plus importants de toute l'histoire de France. Le fils de Pépin de Herstal, vous le connaissez, c'est Charles Martel. Le fils de Charles Martel, vous le connaissez aussi, c'est Pépin le Bref. Et le fils de Pépin le Bref, lui aussi, même surtout, vous le connaissez, c'est Charles le Grand, en latin Carolus Magnus, qui passera à la postérité sous le nom de Charlemagne. Bonne journée à tous.